Merci, ma chère Catherine. D'abord, je me permets de vous rappeler, vous avez, ou tout au moins les plus anciens d'entre vous, ont certainement reconnu au début de la musique un air. Est-ce que vous avez reconnu les quelques notes? Je vois que beaucoup ne l'ont pas reconnu. C'était de Bob Dylan, c'était « Lay, Lady Lay ». Ça vous rappelle votre jeunesse? Ça vous rappelle, enfin, aux gens de mon âge, ça nous rappelle notre jeunesse ou notre adolescence. Bien. Cela étant dit, l'être prénatal, in utero, alors tout de suite une remarque. Au fond, ce que je vais être amené à dire là maintenant, c'est un peu bizarre par rapport au thème général de notre colloque. Parce que cet être in utero, au fond, qu'il soit venu d'une fécondation in vitro ou venu naturellement, il n'est pas fondamentalement différent. Donc c'est l'être in utero en tant que tel, quelles que soient ses origines et les modalités de sa procréation. Et j'ai mis en sous-titre « L'inconnu dans la maison », c'est ce que nous allons voir pour beaucoup de personnes, parlementaires ou juristes, ou la société civile, c'est un inconnu. Et là, Catherine vient de le dire, c'est vrai, c'est ce contre quoi je lutte avec une totale, mais totale, un total échec depuis un certain nombre d'années. Alors, d'abord, 2 mots pour rappeler la séance d'il y a un mois, qui concernait l'embryon in vitro, simplement pour rappeler, d'une part, c'est un thème cher à Pierre Joinet, que cet embryon qui vient d'un embryon in vitro, ce qui est devenu un fœtus, a un lien étroit avec le concept de projet parental, et d'autre part, je me permets de le rappeler, c'est un être humain, ça c'est clair, malgré, il ne faut pas l'oublier, cet arrêt bizarre de la Cour administrative d'appel de Douai du 6 décembre 2005, qui, curieusement, dans son texte, a marqué qu'il viendrait à l'esprit de personne de raisonnable de considérer qu'un embryon humain est un être humain. Je peux vous dire que cet arrêt de Douai, moi, je l'ai en travers de la gorge. Et, en particulier, il faut se rappeler cet article 16 du Code civil que M. Loiseau nous avait déjà rappelé il y a un mois, tout au moins en indiquant simplement une moitié. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci, on est bien d'accord, et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Et vous voyez, il y a là, d'emblée, le problème fondamental auquel nous allons être exposés et être amenés à discuter toute cette matinée, c'est celui de l'éventuelle distinction entre la personne et l'être. Alors également, rappel de la séance précédente, ça c'est Pierre Joinet qui nous l'a montré d'une manière merveilleusement explicite. Et c'est en accord avec une réflexion qu'avec Georges David nous menons depuis des années. C'est la nécessité du développement d'une science de l'embryon, donc d'une recherche sur l'embryon, conduisant à une médecine pour l'embryon. J'insiste là-dessus, c'était le message essentiel de Pierre Joinet il y a un mois, et nous allons voir comment il se prolonge dans notre réflexion actuelle concernant le fœtus et donc le statut du fœtus. Alors, la séance d'aujourd'hui, elle est intitulée « Le fœtus dans tous ses états ». D'abord, je voudrais simplement rappeler très brièvement que, sur le plan ontologique, il n'y a bien évidemment aucune différence de nature entre l'embryon, qu'il soit in vitro ou in vivo, ce qui, en parenthèse d'ailleurs, conduira les juristes d'entre vous à se poser une question, à se demander pourquoi, dans la décision de la Cour constitutionnelle du 27 juillet 1994, du Conseil constitutionnel, du 27 juillet 1994, on indique une spécificité liée à l'embryon in vitro. Déjà là, il y a un truc curieux, moi, que je n'ai jamais bien compris. Bon. Et est-ce que cette spécificité évoquée dans cet arrêt résistera à l'évolution technique lors de la réunion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale il y a un peu plus d'1 an? Bertrand Mathieu, le juriste extrêmement distingué, avait fait remarquer, mais c'était une anticipation audacieuse, que lorsque l'on fera suivre, évoluer une grossesse totalement in vitro, depuis la conception jusqu'à la naissance, c'est-à-dire par le recours à un utérus artificiel, est-ce que véritablement on fera encore une distinction entre les êtres qui se trouvent in vitro et les êtres qui se trouvent in vivo? En fait, il faut bien considérer, à mon avis, que l'être prénatal, c'est une entité globale qui inclut l'embryon et le fœtus, quelle que soit
ses origines, quelle que soit la modalité de sa procréation. Alors, nous arrivons au cœur du débat. C'est un être humain. Je crois qu'on ne peut pas le discuter. Ouais, très récemment, à la radio, j'ai été opposé à un monsieur très, très distingué, mais qui dit l'embryon et le fœtus humain ne sont pas des êtres humains. Ça me paraît... Enfin, pour moi qui suis accoucheur, c'est tout simplement impensable. Il suffit d'ailleurs de demander aux accoucheurs d'une part, et puis aux parents d'autre part, pour bien se rendre compte que c'est un être humain. On est bien d'accord. Je crois que là, il n'y a pas de discussion. Alors cet être humain, il vit. C'est une première chose. Et on a des preuves de cette vie. Ces preuves, elles ne sont pas tellement... Attendez, vous me dites, bah, c'est évident qu'il vit. Eh non, c'est pas évident. On sait qu'il vit depuis 1821. C'est récent, hein. C'est-à-dire depuis la découverte fondamentale de le Gémeaux de Kergaradec qui a eu l'idée d'écouter les bruits du cœur fœtal et qui les a entendus. Donc la reconnaissance de la vie prénatale au sein du fœtus, c'est une connaissance récente. Et puis par la suite, bien entendu, les choses se sont développées. On a parlé d'électrocardiographie fœtale. Au temps de ma jeunesse, j'ai introduit plein d'électrodes dans des utérus pour capter cette activité cardiaque fœtale. Et puis on a enregistré par d'autres manières des sons. Et puis on a développé l'échographie. Donc on a maintenant, les parents, comme nous les accoucheurs, on a la preuve de l'existence de la vie fœtale d'une manière que l'on ne peut qualifier que d'évidente. Il vit et il tisse des liens biologiques. Et ça, c'est dans les deux sens. Il y a des échanges cellulaires qui se passent du fœtus chez la mère et de la mère chez le fœtus. C'est pas notre ami Georges David qui a consacré la première moitié de sa vie, plutôt sa première vie. Maintenant, il est dans une deuxième phase et dans une deuxième vie. Mais il a consacré sa première vie à l'étude des moyens d'éviter les incompatibilités sanguines fœto-maternelles, qui me démentira. Donc il y a des échanges biologiques dans les deux sens, des échanges cellulaires. Il y a également des échanges psychologiques, car ce fœtus, je le signale en passant, c'est intéressant à savoir, ce fœtus in utero, il se souvient. Il est soumis à des influences visuelles pas très importantes, mais auditives, extrêmement fortes, dont il conservera le souvenir ensuite. Il y en a des tas d'exemples. À Lille, nos collègues lillois avaient à une époque s'étaient amusés à demander à un mari trompettiste. On retrouve Bob Dylan. Je ne sais pas si Bob Dylan était trompettiste d'ailleurs, mais enfin peu importe. À un mari trompettiste de jouer toujours le même air pendant la grossesse de sa femme. Eh bien, ce qui était marrant, quand même, c'est rigolo, c'est que quand l'enfant est né et que le mari rejouait le même air à la trompette, il s'endormait. Et quand il jouait n'importe quel autre air, il s'excitait et il pleurait. Trace du souvenir qui a peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas moi, cet enfant totalement orienté son évolution ultérieure. Donc ce fœtus, il se souvient. Ce qui veut dire donc qu'il y a une activité physiologique, une activité sensorielle, une activité de mémorisation. Ce fœtus, il souffre. Il peut souffrir de manière violente, qui d'ailleurs légitime pour nous accoucheurs le recours à des analgésiques, par exemple, lorsqu'on va faire un acte thérapeutique, qui peut être brutal et le traumatiser, et le faire souffrir, voire même, ce qui est plus subtil, lorsque nous envisageons sa destruction, dans le cadre, par exemple, d'une interruption médicale de grossesse. Donc, il va souffrir, et puis, là, il y a une sorte de jeu de mots, il va également être l'objet d'une souffrance au terme où nous, accoucheurs, nous l'entendons, c'est-à-dire souffrance fœtale, c'est-à-dire réaction à des stress qui peuvent compromettre sa santé et sa vie. Non seulement il se souvient, non seulement il souffre, mais on le traite. Et nous, accoucheurs, nous le traitons. Nous le traitons médicalement. J'ai listé là quelques exemples, mais il n'y en a que quelques-uns, il y en a bien d'autres. Des antibiotiques, pour traiter par exemple une toxoplasmose, et éviter des conséquences défavorables sur l'enfant à naître. Des vitamines pour éviter un spina bifida. Des incompatibilités sanguines. Et là, nous retrouvons notre ami Georges David et ses thérapeutiques audacieuses contre la nasarque fœto-placentaire qui remonte à une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années. Thérapeutique chirurgicale. Je ne sais pas si Yves Ville est dans la salle, mais Yves Ville a mis au point
des actes remarquables permettant, par voie endoscopique, de supprimer des anastomoses entre deux fœtus, anastomoses dont l'existence compromettait la viabilité des deux enfants. Et il a réussi ce remarquable résultat chirurgical. Chirurgicalement également, dans les cas de spina bifida, de hernie diaphragmatique. Ce n'est pas encore des grands succès. Mais on sait donc que ce fœtus in utero, on le traite médicalement ou chirurgicalement. Alors, il souffre, on le traite, il se souvient. Alors, la question s'impose à l'évidence. Est-il pour autant une personne? Eh bien, la réponse, elle est claire et elle est négative. Il n'est pas une personne. Et dans un instant, Mme Agnès Louis-Péchat vous expliquera pourquoi, en se référant entre autres aux 4 arrêts majeurs de la Cour de cassation, 2 avaient trait à des accidents médicaux, 2 avaient trait à des accidents de la circulation. Et dans ces arrêts majeurs, il est bien dit que le fœtus in utero n'est pas une personne et que par voie de conséquence, la destruction accidentelle n'est pas susceptible d'une sanction pénale. Affirmation en tout point remarquable et à laquelle je n'hésite pas à vous dire que je souscris totalement. Alors, Catherine le disait à l'instant, est-il impatient? La réponse, elle est évidente, tout ce que je viens de vous dire, sur la sédation de la douleur, sur les actes chirurgicaux ou médicaux, démontre d'une manière évidente que c'est impatient. C'est impatient. Pourtant, nous le détruisons. Et c'est là qu'est le paradoxe. C'est là qu'est l'antinomie. On le détruit pour des tas de raisons. On le détruit d'abord pour son bien, ou tout ce que nous pensons être son bien. Et c'est là le cadre de l'interruption dite médicale de grossesse, qui est simplement destinée à lui éviter des souffrances ultérieures. Vous avez tous présent à l'esprit la très triste affaire Perruche, où précisément il n'y a pas eu interruption de grossesse, et où Nicolas Perruche souffre aujourd'hui, il a 23-24 ans, d'une cardiopathie, d'une quasi-cécité, d'une totale surdité. Donc, interruption médicale de grossesse que nous décidons conformément à la loi, dans un contexte parfaitement bouclé, pour son bien, ou ce que nous croyons être son bien. Pour le bien de ses jumeaux, dans des cas que nous connaissons, ou après stimulation ovarienne, pas fécondation in vitro, c'est plutôt des stimulations ovariennes sans fécondation in vitro. On a des grossesses archimultiples. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la rocambolesque affaire de Louviers. Je ne sais plus comment elle s'appelait, je crois que c'est Madame Adam, enfin peu importe, qui avait eu, à la suite d'une stimulation ovarienne, 10 embryons. Et il avait fallu faire une réduction embryonnaire. Et puis la réduction a été émaillée de complications, c'est bien qu'on est passé de 10 à 6, et Mme Adam a accouché au bout du compte de 6 enfants. On en a beaucoup parlé à l'époque, ça doit être monté à 20 ans maintenant. Bon, mais d'une manière générale, on fait, pour le bénéfice de certains de ces embryons ou fœtus, une réduction embryonnaire et fœtale. Ça veut dire tuer in utero un embryon ou fœtus pour permettre à d'autres embryons ou fœtus de survivre. Et vous voyez qu'il y a là un choix difficile. On le détruit parce qu'il n'a aucune chance de survivre. Et là, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes, car c'est une question que je pose aux juristes ici présents. Vous savez que la loi française prévoit qu'on décide qu'un enfant, on va déclarer à l'état civil, s'il naît vivant et viable. Alors, les juristes me diront si je me trompe, mais il me semble avoir lu ou entendu dire que c'est uniquement les Français qui ont, la loi française qui a cette particularité, que dans la plupart des pays étrangers, on est vivant ou pas vivant, mais vivant et viable, ça c'est un concept un peu curieux. Et en fait, on sait très bien d'où il ressort. Il ressort, si je me rappelle bien, de Bigot de Préameneux dans son rapport à propos du Code civil de 1804. Mais depuis 1804, les choses ont un tout petit peu évolué, et je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, la partie viable. Vivant, on sait bien.
Mais viable, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'exemple que je cite ici est, je crois, tout à fait typique. L'anencéphale. 2 mots de l'anencéphale, c'est des fœtus qui naissent, d'abord des fœtus avant la naissance, mais lorsqu'ils se constituent, qui n'ont que la moitié de la tête et la moitié du cerveau, en gros, schématiquement. Ces fœtus sont toujours morts. Ils meurent parfois avant la naissance. S'ils naissent vivants, ils peuvent survivre. Les embryologistes distingués qui sont là me répondront 1, 2, 3, 4 jours au grand maximum. Bon, autrement dit, ils sont destinés à mourir. On sait qu'ils sont destinés à mourir. C'est une forme extrême, mais il y a d'autres situations de pathologie, cardiaque par exemple, où on sait très bien que les fœtus vont mourir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au regard de notre droit français de naître viable? Et en particulier, ceci a une importance lors de la déclaration à l'état civil. Parce que où on attend que le fœtus meure, et on le déclare comme fœtus mort, comme nouveau-né mort à l'état civil, ou on le déclare alors qu'il est encore vivant, et ça pose un problème. Autrement dit, ce concept de viabilité, encore une fois, qui remonte au tout début du Code civil, eh bien, personnellement, je le trouve extraordinairement fragile. Et on l'a bien vu lors des discussions qui ont lieu il y a quelques semaines à propos des 3 arrêts de la Cour de cassation, si je me rappelle bien, de la première chambre civile. On voit bien qu'entre le fait d'être vivant et viable, non vivant et non viable, vivant et non viable, non vivant et viable, il y a 4 situations dont, à l'heure actuelle, on ne se sort guère, et qui méritent quand même une réflexion, mesdames et messieurs les juristes, une réflexion juridique, voire législative. Message passé. Mais on le détruit aussi pour d'autres raisons. Par accident. Accident médical. Agnès Louis-Pécha va nous en parler dans un instant, c'est les arrêts de la Cour de cassation. Ou accident de la voie publique. Et encore une fois, aucune conséquence pénale de la part de l'auteur de cette destruction involontaire. On le détruit volontairement aussi dans le cadre de l'interruption volontaire de grossesse. Alors là, je vous en supplie, ne m'objectez pas dans la discussion que tout ce que je suis en train de vous dire va remettre en question le principe acquis aujourd'hui de l'interruption volontaire de grossesse. Nous n'allons pas revenir sur les lois Veil 75, Pelletier 79. Ne rigolons pas. Je crois qu'aujourd'hui, personne de sérieux n'envisagerait réellement de remettre en question ces lois. Et je vous rappellerai que l'arrêt tout récent de la Cour de cassation se réfère au 79.1 du Code civil et non à l'article 16. Et Mme Legouge, juriste très distinguée qui est présente dans la salle, a fait une étude sur ce sujet extrêmement intéressante. Au bout du compte, ce dont on se rend compte, et que nous savons bien, nous, accoucheurs, c'est qu'il existe un conflit potentiel entre les intérêts de la mère et les intérêts de l'enfant, lorsqu'il est encore un fœtus in utero. Et là, je voudrais qu'on s'y arrête. J'ai encore combien de temps, Catherine? 5 minutes. Ça va très bien, j'ai le temps. Là. Parce que sur cette diapo, je pense qu'il faut s'arrêter quelques instants. Car j'ai marqué là 4 éventualités qui sont des éventualités médico-juridiques fondamentales. La grossesse extra-utérine, c'est un peu moins d'actualité, c'est vrai. Parce que grâce au progrès de la médecine, de l'échographie en particulier, on fait le diagnostic de grossesse extra-utérine sans aucun problème aujourd'hui, et on agit d'une manière telle que le problème ne se pose plus par destruction de l'embryon intratubaire. Mais je vous rappelle qu'il n'en a pas été toujours ainsi. Au début du XXe siècle, un de nos confrères de l'Académie de médecine me rappelait qu'il avait le souvenir de son père lui-même impliqué dans un problème de ce type. Dans les années 1900, on a laissé mourir des femmes parce qu'elles avaient une grossesse extra-utérine dont le diagnostic avait été fait, je le précise bien, dont le diagnostic avait été fait, et on les a laissées mourir. Il y en a une en particulier à laquelle je pense. On l'a laissée mourir parce qu'on n'avait pas la preuve de l'arrêt de la vie embryonnaire. On a dit, tant que il y a une vie embryonnaire qui était suspectée et non démontrée, eh bien, stand-by, on attend que ça se passe. Et la femme est morte.
Et il y a encore quelques années, je me rappelle un bouquin qui remonte à 1970, où des théologiens de grande valeur maintenaient la même position. Tant que l'embryon n'est pas mort, on n'a pas le droit d'opérer la femme pour extraire cet embryon qui, de toute façon, n'a pas beaucoup d'avenir. Qui n'a pas beaucoup d'avenir, encore que il m'est arrivé, au temps de ma jeunesse, d'opérer des grossesses extra-utérines à terme, avec extraction de fœtus vivants, et qui ont vécu. Et la mère a aussi vécu. Mais c'est un truc auquel je ne me risquerai plus aujourd'hui, parce que j'ai encore des sueurs froides, rien qu'à penser aux problèmes que nous avons rencontrés lors de cette intervention. Bref, ce problème de la grossesse extra-utérine, qui explicite d'une manière très forte l'opposition d'intérêts entre la mère et l'enfant futur, révèle déjà un problème délicat. Mais il y a bien pire. Et ce qu'il y a bien pire, c'est les 3 lignes suivantes. La survie maternelle artificielle. J'ai le souvenir, il y a une bonne trentaine d'années, que nous avions eu des conflits idéologiques entre la maternité de Port-Royal, ou plutôt la pédiatrie, dont mon ami Roger Henrion était le patron, et dont il y avait la pédiatrie au-dessus, c'était plutôt avec les pédiatres qui étaient au-dessus de ton service, et notre groupe, sur le problème délicat, qui était celui de déterminer si lorsqu'une femme enceinte de 2 mois ou 3 mois reçoit un coup de revolver dans la tête, ce qui est désagréable et peut entraîner des conséquences, et donc est dans l'état de mort apparente, alors qu'elle est enceinte, est-ce qu'il est légitime de maintenir la femme en survie jusqu'à un point de, si je puis dire, maturité fœtale permettant l'extraction? Et je peux vous dire que sur ce thème, je crois que tu dois t'en souvenir, nous avons eu, pas nous, entre nous accoucheurs, mais entre accoucheurs et pédiatres, des divergences d'opinion fondamentales. Certains pédiatres nous disant « Mais c'est abominable, vous allez maintenir un fœtus comme ça pendant 3, 4 mois dans le ventre d'une femme qui est morte, ou qui n'est pas totalement morte et destinée à être morte dans pas longtemps. » Et les Américains, c'est en Californie, il y a eu 2 cas en Californie, je me rappelle très bien, où ils avaient fait tout un ensemble remarquable, d'abord de maintien de la vie artificielle sur cette femme dans le coma, mais en même temps, et ça c'était tout à fait remarquable, ils avaient fait un environnement périnatal, avec des sons, avec des gens qui parlaient au fœtus in utero. En parenthèse, c'est bien ce qui montre sa réalité, de manière à ce que ce fœtus ait un environnement psychologique déjà valable, permettant, on l'espérait tout au moins, une naissance et ensuite une vie dans de bonnes conditions. Donc déjà, la survie maternelle artificielle nous pose un problème. La césarienne post-mortem. Faut que j'accélère ? Bon, la césarienne post-mortem. Je vais quand même vous raconter aussi une histoire marrante. À l'angle du boulevard Bineau et du boulevard Victor Hugo, il y a au moins 40 ans, il y a eu comme ça une femme très connue qui est morte alors qu'elle était enceinte. Et le professeur Maurice Mayer a extrait le fœtus à toute vitesse dans les minutes qui ont suivi, et la destinée de ce fœtus et de cette jeune fille a été tout à fait rocambolesque. Mais c'est remarquable. C'est remarquable pourquoi ? Parce qu'on a extrait un fœtus vivant du corps d'une femme morte. Et dans ces circonstances, il peut y avoir des oppositions, et on connaît dans d'autres circonstances tout à fait analogues des familles qui se sont violemment heurtés à une telle extraction fœtale, tout simplement parce qu'ils avaient peur que ça ait des conséquences patrimoniales tout à fait défavorables. Et le dernier point, la césarienne forcée. Alors ça, je peux vous dire, j'en ai eu l'expérience personnelle, j'ai même été poursuivi pour ça, devant le tribunal administratif. Parce qu'il m'est arrivé, il nous est arrivé à tous, les accoucheurs, dans des circonstances particulières, où la femme, pour des raisons diverses, refuse une césarienne d'indication précise pour sauvegarde fœtale, où la femme donc la refuse, et nous avons le choix entre, comme le font volontiers les anglo-saxons, obéir à la volonté maternelle et laisser le fœtus mourir, ou passer outre, l'endormir, extraire le fœtus et attendre le lendemain des remerciements qui ne manquent pas d'arriver. Vous voyez donc que là, il y a un problème évident d'opposition d'intérêt entre la volonté maternelle exprimée à un moment donné et la sauvegarde fœtale.
Alors, les conséquences. Qu'est-ce que c'est qu'un être prénatal? Un être humain? Bien sûr que oui. Une personne? Bien sûr que non. On est bien d'accord avec les juristes. Un bien, objet de droit, auquel M. Loiseau a fait allusion il y a un mois? Non, bien sûr. Il n'a pas de valeur patrimoniale. Alors une chose, certains juristes ont dit support de droit. Oui, peut-être, mais alors c'est qui ou c'est quoi? Et on revoit déjà cette opposition entre le concept d'infans conceptus, concept fondamental du droit français, ou le concept du droit romain, qui in utero. Alors, on a eu une divergence il y a un mois avec M. Loiseau. Parce que M. Loiseau nous a dit, si on envisage, comme je l'ai mis en bas de diapo, si on envisage, au bas de la première partie de la diapo, si on envisage la création d'une troisième catégorie du droit, alors le droit français explose. Il s'effondre sur sa base. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Nous allons voir dans la deuxième partie de cette matinée une autre explosion qui est celle du droit de la filiation. Au bout du compte, Catherine, je termine. Nous sommes dans le temps des incertitudes et des contradictions. L'interprétation de l'article 16.3 du Code civil et le conflit d'intérêts fœto-maternel dont je viens de vous parler est un exemple typique, les arrêts de la Chambre civile, les arrêts de la Chambre criminelle. Et le sénateur Jean-Pierre Godefroy, qui est peut-être dans l'hémicycle en ce moment, fait actuellement une 4e tentative, il y en avait eu 3 autres auparavant qui étaient un insuccès, pour essayer de donner du corps législatif à cette 3e catégorie du droit. Alors, rappelons-nous Portalis, 1804. Regardez ce qu'il a écrit. Après avoir parcouru tout ce qui est relatif aux personnes, nous nous sommes préoccupés des biens. Il dit des biens et non pas des choses. Et vous voyez bien que les juristes sont très embêtés. Monsieur Gridel, personnalité éminente du monde juridique, dans un énorme livre qu'il a écrit sur l'ensemble des problèmes juridiques, évoque la personne à statut juridique inférieur. Là, je suis un peu gêné par le statut juridique inférieur, ou une chose à régime privilégié. Et M. Loiseau lui-même, dans l'article qu'il a publié récemment et auquel il a fait allusion il y a un mois, a parlé d'une situation de ces fœtus ou de ces embryons à la suite des personnes et en prélude aux biens, en évoquant un droit des choses distincte du droit des biens. Madame Louis Péchat, dans son article qui va prendre la parole dans 30 secondes, parle d'une insoutenable alternative et d'un monde de la complexité. Et Frédéric Dreyfus-Netter, que nous avons écouté il y a un mois, qui ne peut pas être là aujourd'hui malheureusement, a évoqué une situation particulière entre l'instrumentalisation systématique et la sacralisation et envisage l'existence d'un moyen terme éthique et cohérent. Et je conclus là-dessus. Nous avons fait notre révolution culturelle, nous les accoucheurs. Nous avons fait notre révolution culturelle en prenant en considération, depuis le jumeau de Kergaradec, la vie fétale, et en développant ce concept qui a abouti, je vous le signale en passant, à ce que, alors qu'il y a 50 ans, il y avait 1% de mortalité en cours du travail, c'est maintenant 0%. Et ça, c'est la conséquence directe de l'activité des accoucheurs soucieux de la vie prénatale. Alors, au fond, ce que j'appelle aujourd'hui, c'est les juristes dans leur ensemble, magistrats, avocats et le corps législatif, à une réflexion et qui nous rappelle la remarque du doyen Savatier qui remonte à une 50aine d'années, qui me paraît une conclusion évidente à notre discussion d'aujourd'hui. Toutes les fois qu'une civilisation se transforme, on assiste non à un déclin, mais à une crise du droit. Et la journée de ce matin sera bien révélatrice de ces multiples crises du droit. Et il a ajouté, ce qui me paraît audacieux, mais je lui laisse la paternité de cette affirmation audacieuse, celui-ci se cherche dans des ébauches encore informes. C'est à vous, mesdames et messieurs les juristes, que revient la responsabilité de dégager de ces ébauches informes un nouveau droit. Merci de votre attention.